Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Aujourd'hui, rencontre en Technicolor avec India Mahdavi, l'architecte et designer parisienne au style indémodable. Balade dans les rues de Toulon, la ville regorge de lieux créatifs et de belles adresses chic et lifestyle. Focus sur la bague 4 de Boucheron, bijou mythique de la marque au savoir-faire ultra français et adoré des people. Rencontre avec Nazia Mestaoui, c'est notre relève de la semaine, une artiste engagée qui nous présente son œuvre entre l'Amazonie et Paris. Et tout de suite, c'est Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. On commence par cette bonne idée, c'est Simone, une application à avoir sur son téléphone absolument. Simone vous permet de commander une séance beauté des mains ou des pieds, voire les deux pour les grandes folles. Tout ça à la maison ou au bureau si votre patron est sympa. Et en bonus, Simone propose d'organiser des beauty parties, cadeaux parfaits à s'offrir entre copines. Le nouveau lieu culte parisien de la culture, c'est la médiathèque François Sagan qui a ouvert dans le 10e. Ces anciens bâtiments étaient une prison hôpital pour femmes jusqu'au début du 19e siècle. Aujourd'hui, ce sont 4300 mètres carrés dédiés à la culture qui s'ouvrent aux Parisiens avec plus de 100 000 documents. Le livre à poser sur votre table de chevet cette semaine, c'est Place Vendôme aux éditions Assouline. Cet ouvrage retrace 300 ans d'histoire pour revenir aux sources de cette place mythique du luxe parisien. Cartier, Chanel, Boucheron et d'autres marques prestigieuses ont fait de cette place un lieu historique. Un livre qui vous fera rêver. La tendance de la saison, c'est le col Claudine. L'atelier Anoé nous propose une large sélection de ce joli col entièrement made in France pour twister vos tenues. C'est l'indispensable à ajouter sur un pull ou un t-shirt pour un look preppy et girly. Le son de style aujourd'hui avec India Mahdavi, architecte et designer. C'est l'icône du néo-baroque qui frappe les esprits. Voici son portrait. Architecte et designer surdiplômé, India Mahdavi est une icône du chic nomade. Chic, de par des lignes sobres et les matériaux nobles qu'elle emploie, et surtout nomade car son style reflète ses nombreux voyages et ses origines. Ses créations les plus connues, le tabouret Bishop ou la bibliothèque Diamond, sont des exemples parfaits de son style unique et glamour. Née en 1962 à Téhéran, d'un père iranien et d'une mère anglo-égyptienne, India Mahdavi a vécu une enfance partagée entre le Massachusetts, New York, l'Allemagne, le sud de la France et Paris. Toute son œuvre est nourrie de cette culture d'itinérance, animée par les contrastes de couleurs et de matières. Un lieu fixe m'a beaucoup manqué dans mon enfance parce que c'est vrai que j'étais trimballée de pays en pays, à une époque où on ne le faisait pas du tout. Aujourd'hui, c'est devenu un peu commun, mais c'est vrai que moi, j'ai changé 11 fois d'école, 3 fois de langue quand j'étais enfant. Cette façon d'avoir déménagé tout le temps, ça m'a donné une espèce d'adaptabilité incroyable. Donc, je suis devenue comme une sorte de caméléon. Je comprends au quart de tour ce qu'il faut comprendre et je l'assimile très vite et je le retraduis très vite. Voilà. Ça, c'est une espèce de force incroyable. Cette force, elle la puise aussi dans ses nombreux voyages. Son nom à lui seul invite à la découverte. India, du nom de ce pays continent où elle a été conçue. Une destinée. Cette femme libre, éclectique et affranchie décore les plus beaux lieux du monde et aujourd'hui, elle inaugure le nouveau restaurant de Guy Martin, I Love Paris, situé dans l'aéroport Charles de Gaulle, qu'elle a entièrement conçu. Tout peut être une source d'inspiration. L'inspiration, ça peut venir de ses lectures, de ses voyages, de sa mémoire. Je commence à travailler sur un projet. J'essaye de comprendre d'abord ce qu'on attend de moi. J'essaye de répondre à une question. Par exemple, pour le I Love Paris, c'était de dessiner un lieu pour Guy Martin dans un contexte d'aéroport, en sachant qu'on ne connaît absolument pas quelle est sa clientèle. Est-ce que ce sont des Français, ce sont des étrangers? Un restaurant comme I Love Paris, c'est une sorte d'ambassade. C'est un teamwork qui représente un peu un ensemble de savoir-faire français. Finalement, India Mahdavi a choisi de raconter ici l'amour qui lie Guy Martin à Paris,
avec un clin d'œil au Palais Royal où le chef a son restaurant. Je connais différents architectes, mais j'avais vraiment envie de travailler avec India parce que je pensais qu'elle pouvait transcender ce lieu, apporter tout ce qu'elle sait faire avec ce côté humain qui est très important. C'est quelqu'un de très professionnel, de très sérieux, qui a énormément d'idées, qui réalise ses projets de main de maître. Et humainement, c'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute, qui est dans les échanges et qui a souvent raison. Je dirais qu'il y a rarement tort, du reste. India Madhavi a surtout l'art de créer des lieux qui racontent une histoire. En 1999, elle a ouvert son propre studio rue Lascaz, dans le 7e arrondissement de Paris, après avoir travaillé pendant 7 ans chez Christian Liègre, le célèbre décorateur. Cet architecte-designer a aussi percé aux États-Unis et relooké nombre de restaurants ou hôtels, du Germain, un bistrot parisien, à l'Apogée à Courchevel, en passant par le Monte Carlo Beach à Monaco. Inépuisable, India Madhavi aime se définir comme polyglotte et polychrome, mais elle est avant tout une femme de caractère. Il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai une apparence assez douce, mais je suis assez exigeante. Et je ne suis pas autoritaire, mais je suis directive. Du moment où j'accepte de faire un projet, je le suis jusqu'à la fin en fait. Et j'aime bien qu'on accroche au mur tous les projets. Je vois les projets au fur et à mesure et je me dis tiens, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça. Et je trouve des solutions au fur et à mesure et on échange beaucoup et on expérimente et finalement on laisse reposer. Puis je m'aperçois si on a fait fausse route ou si on n'a pas fait fausse route. Voilà, c'est des histoires de perception. India Madhavi aime varier les projets autant que les ambiances et imprime son style avec des motifs fleuris, des couleurs surannées ou fluo, le tout dans un mélange glamour et moderne. Si tout lui réussit à ce jour, India n'a qu'un seul regret, elle aurait aimé faire du cinéma. India, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Caterina, je suis très contente moi aussi. India, initialement, vous aviez rêvé de faire des films comme Visconti ou comme Fellini et vous êtes devenue architecte en arrivant un jour à Paris toujours le Café Coste qui était complètement innovateur pour l'époque. Racontez-nous cette aventure. Alors oui, c'est vrai, j'ai toujours été attirée par le cinéma et surtout les cinéastes qui avaient des univers visuels très forts comme Fellini, comme Visconti. Et c'est vrai que vivant à Paris après mes études, il n'y avait pas, ce cinéma-là n'existait pas en France. Et je me suis dit finalement que je pouvais travailler comme le cinéma, comme les décors, en le faisant dans les intérieurs, dans les lieux concrets, comme des identités très fortes. Et c'est vrai que je vois un parallèle très fort entre mon travail, le travail que j'exerce aujourd'hui, et le cinéma. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires, on crée des décors, on crée des séquences, on crée des perspectives. Et c'est vrai que c'est très similaire. Il est vrai aussi que ce Café Coste, qui était très marquant pour tous les gens qui font mon métier, ont ouvert, c'est une autre façon d'aborder les projets d'architecture, de créer des lieux. C'était Philippe Stark, c'était l'époque aussi de l'hôtel Morgan à New York avec Ian Schrager, et que c'était une nouvelle façon de travailler. Et pour toute ma génération, ça a été très important. Pour vous, il n'y aura pas de look unique. Par exemple, quelqu'un qui sera habillé avec une marque, seulement une marque, c'est comme la maison ne sera pas décorée seulement par un décorateur, on va dire, mais pour vous, une maison bien décorée, elle est multiple. Oui, elle est multiple, mais ça ne veut pas dire ne pas utiliser un décorateur, parce que parfois, pour travailler sur l'espace, on a besoin de quelqu'un pour nous aider, et aussi travailler avec des artisans pour les murs, pour faire des salles de bain, on a besoin d'un architecte d'intérieur. Ce que je suis en train de dire, c'est surtout comment est-ce qu'on arrive à transcrire sa personnalité à travers un espace. Et je me rends compte que autant les gens, enfin, je veux dire, on a une culture maintenant, les femmes surtout, avec tous ces magazines de mode, savent quoi choisir, comment s'habiller, se personnaliser leur look, etc. Autant l'espace, c'est un peu plus complexe, parce qu'on a une certaine timidité, on n'ose pas. Et puis c'est plus technique. Et aussi. c'est plus complexe. Alors, moi, j'ai essayé de donner des 2-3 règles qui
qui peuvent donner des bases à ça. Mais en fait, c'est des petites règles qu'il faut transgresser très vite, parce que l'idée, c'est de trouver son propre style. India, on l'a compris, vous adorez la France. C'est pour ça que je vous invite à regarder une petite balade lifestyle à Toulon. Troisième grande ville de la côte méridionale, Toulon reste la plus délaissée des stations balnéaires. Entre un port militaire un peu dissuasif et l'atmosphère assoupie des rues piétonnes, nous, on vous entraîne quand même dans quelques lieux qui réveillent. Première destination dans le quartier branché de Toulon. Dans cette longue rue parsemée des shops créatifs loge le Castillon, une galerie tenue par une ex-enseignante qui veut ouvrir l'art au grand public. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens puissent acheter un petit original chez nous plutôt qu'un grand poster encadré luxe. Et puis ensuite, on fait aussi démarrer des jeunes créateurs, parce qu'on a quand même pas mal d'artistes qui sortent des écoles d'art et qui nous confient leurs œuvres, le temps de les montrer. Mais pas que. On a aussi des gens qui ont de la bouteille et qui sont dans le circuit depuis plus longtemps et qui ont à cœur aussi d'accompagner les jeunes qui arrivent par leur présence dans la galerie également. Un peu en retrait du centre, voilà la Grignotière. On entre ici comme chez des amis. Derrière les fourneaux, Marie a été formée à l'école hôtelière et Fabien, son mari, sert en salle. On a eu un coup de cœur pour ce restaurant qu'on a réhabilité et puis on a attaqué avec mon épouse qui, à la base, n'avait pas formation de cuisinière. On est parti en fait du principe qu'on avait envie de travailler à la maison, c'est-à-dire d'être dans un lieu où on se sente bien, d'abord nous. Le lieu, il est né de tout et de rien, surtout de rien, parce qu'on était jeunes. Et ne serait-ce que la décoration en elle-même, c'est des choses qu'on a chinées, qu'on a trouvées comme ça sur un bout de trottoir pour certains, que des clients nous ont apportées pour peaufiner notre décoration au fur et à mesure. On termine avec un paysage de rêve. À quelques kilomètres de Toulon, la villa Crilou a les pieds dans l'eau. On y dort, bercé par les bruits des vagues. Et il s'agit donc d'une maison d'hôtes comprenant 4 chambres d'hôtes. Au pied, les pieds dans l'eau, c'est-à-dire c'est pas erroné, c'est réellement sur un petit promontoire rocheux au-dessus d'une crique et face à la mer, face au large, face aux l'île des Ambiers. Les chambres sont toutes décorées aux couleurs bleu azur et de la terrasse, on descend directement sur la plage. Du fait même de la villa qui est un petit peu sur un promontoire rocheux, on a l'impression que la crique, que la petite plage est une plage privée. Alors souvent on me demande, c'est votre plage privée? Et je réponds non, ça n'existe pas. Mais ça ressemble vraiment à... Bon, ça fait une petite enclave très tranquille au pied de la maison. Nous sommes en même temps également face à l'île des Ambiers. Et au loin, nous voyons les îles de Marseille, La Ciotat et le large, et le grand large. Donc c'est un réel dépaysement pour tout le monde parce qu'il y a une vue panoramique. Voilà, Toulon n'est pas qu'un port militaire, mais une ville pleine de ressources aux multiples facettes. India, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez forcément avec quelqu'un. Ces collaborations que vous faites dans vos métiers tous les jours, comment ça se passe d'habitude? Alors, c'est intéressant cette question parce que, en réalité, quand on me donne un projet, je me nourris d'un certain nombre de choses. Donc, je me nourris d'un lieu, de la position de ce lieu dans la ville. Je me nourris de la fonction qu'on veut donner à ce lieu. Mais je me nourris aussi de la personne qui me demande, qui me commande ce lieu. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des identités en 3 dimensions. C'est comme des sortes de portraits, en réalité, ces lieux. Donc, un portrait tend toujours à ressembler à la personne qui est photographiée ou qui est peinte à son sujet, en tous les cas. Vous travaillez une équipe à laquelle vous insufflez quelque part une féminité, oui. Quelque chose
vos meubles sont reconnaissables, hein, on reconnaît votre style, on sait que c'est du India Madhavi, mais en même temps, il se dégage une féminité et aussi vos meubles vont se marier avec plein de styles. Oui, parce que moi, je considère que je suis une sorte de caméléon, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à m'adapter un peu partout. Et je pense que mes meubles aussi. Alors, si on reparle de la féminité, qui est un sujet qu'on me pose, c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, c'est vrai que moi, je ne me pose jamais la question. Je réagis avec ma sensibilité. Et avec le temps, je pense que c'est une féminité qui s'affirme parce que j'ose plus les couleurs, des couleurs dites plus féminines. Mais en réalité, j'ai toujours pensé que dans mon travail, il y avait une sorte d'équilibre entre le masculin et le féminin. Par exemple, si on prend ce canapé rose, qui est juste à côté de nous, eh bien, c'est un canapé qui est quand même assez structuré, qui est pour moi une base un peu masculine. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le recouvrir de rose pour rééquilibrer un peu ce côté masculin-féminin. C'est vrai que j'ai pas peur de faire des associations de tapis jaunes avec un grand canapé rose et que j'ai pas peur de faire tout un restaurant très rose. Comme le sketch à Londres. Comme le sketch à Londres. Mais en réalité, cet endroit qui est comme un cube, qui est très imposant, le lieu est très masculin et il fallait l'adoucir un peu. Donc c'est vrai que j'utilise tout ce qui est en ma possession pour donner un peu de douceur. Je crois que c'est très important. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir de mon style. C'est que j'essaye de définir ce qu'on peut appeler une sorte de confort moderne. Et ce confort, avec ce confort vient une douceur, aussi bien dans les choix des matériaux que dans c'est doux. C'est comme s'il y avait... C'est comme si c'était des meubles un peu familiers. Oui, c'est très apaisant. India, pour terminer, si vous aviez un seul conseil à donner pour aménager son intérieur. Un seul. Un seul? Oui. Venir ici. Merci beaucoup. Avec la BAC 4, la maison Boucheron réunit la quintessence de son savoir-faire, focus sur une maison qui a plus de 150 ans, n'a jamais rien perdu de sa modernité. Un brin futuriste et quoi qu'il en soit vraiment surprenante, la BAC 4 a de quoi émerveiller. Elle réunit 4 codes iconiques de la maison Boucheron, le double gaudron, le clou de Paris, le gros grain et une ligne de diamants qui s'assemblent. Impertinente harmonie et hommage à la fois chic et ludique à la place Vendôme, berceau de la haute joaillerie française. Frédéric Boucheron, qui était un visionnaire, a eu la grande idée de venir le premier installer sa boutique ici au 26 place Vendôme. En 1893, lorsque le joaillier y domicile dans cet hôtel particulier, le Ritz n'existe pas encore. Boucheron est la toute première bijouterie de la place Vendôme. Mais très vite, d'autres enseignes suivent, faisant de ce lieu une des places les plus luxueuses du monde. Entre ces murs de pierre, les témoins du passé sont nombreux. Le salon chinois rappelle l'attrait de la maison pour des horizons exotiques et luxueux. Un portrait de la comtesse de Castiglione trône dans un des salons. La mystérieuse habitante du 26 place Vendôme ne sortait jamais le jour, supportant très mal les traces laissées par le temps sur son visage autrefois magnifique. Cet hôtel particulier était le plus lumineux de la place Vendôme et en fait tout au long de la journée le soleil vient inonder de lumière comme ça les bijoux, la joaillerie qui est présentée. Pour moi, en fait, la spécificité de la maison Boucheron, c'est vraiment l'audace créative, mais aussi la technique. Frédéric Boucheron a notamment créé le premier collier point d'interrogation. C'est un principe de collier sans fermoir. Et la femme peut venir l'attacher très facilement, ça lui donne de la liberté. Et aujourd'hui encore, on s'amuse à réutiliser ce principe de collier point d'interrogation qu'on réhabille avec de nouveaux motifs chaque année dans nos collections de haute joaillerie. Les archives sont une fabuleuse source d'inspiration. On prend ces livres, on les feuillette afin de pouvoir extraire un thème, une technique, un porté et
Voilà, le retravailler, trouver un petit twist pour le retravailler, lui donner un air forcément plus contemporain. J'ai la grande chance chez Boucheron de pouvoir travailler en collaboration directe avec des joailliers, comme ça l'atelier juste en dessous du studio de création, donc avec des joailliers, notre chef d'atelier. Et oui, on se voit quotidiennement pour pouvoir voilà, traduire un dessin, passer ce dessin qui est en 2 dimensions en 3 dimensions, trouver les volumes. La bague 4 est constituée de plusieurs codes qu'on retrouve comme ça dans les archives depuis de nombreuses années et qui, pour la première fois sur cette bague-là, ont été travaillés ensemble. Le clou de Paris, le gaudron, le gros grain. Et c'est ça qui lui donne ce côté moderne, contemporain. Voilà. Ce qui est extra dans cette bague, c'est le fait d'avoir réussi à travailler l'or selon ces différents codes et justement de jouer en fait avec la notion de lumière qui vient se refléter sur ces codes. C'est vraiment une spécialité Boucheron, ça, d'arriver à sculpter l'or, ciseler l'or pour jouer avec la lumière, donner des effets de texture. C'est une bague qui offre vraiment 1000 possibilités en termes de déclinaison. On peut jouer avec les matières, les couleurs, etc. et lui donner un esprit à chaque fois nouveau. La bague 4, c'est la bague des femmes et des hommes, d'ailleurs, aux personnalités très affirmées. Voilà, la bague des artistes, les gens qui osent la créativité comme ça. Quand on voit les personnalités affirmées qui portent cette bague, Beyoncé, on la voit en plein concert avec sa bague 4 classique, Salma Hayek, ultra féminine, voilà, qui portait la black. Matthew McConaughey qui portait également la black. C'est dire que voilà, cette bague est mixte. Elle est précieuse et en même temps audacieuse, sophistiquée tout en étant facile à porter. Accordant motifs classiques et modernité à l'image de Paris, c'est la bague des paradoxes. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui un incontournable signé Boucheron. Nazia Mestoy est une artiste qui réunit de façon spectaculaire la nature et la technologie, preuve à l'appui. Nazia Mestoy est une artiste super geek. Elle aime Paris, l'Amazonie et la recherche fondamentale. Elle expose à Paris, New York, Tokyo ou Sao Paulo. Cette année, pendant le sommet sur l'environnement, Nazia transformera la Tour Eiffel en forêt virtuelle. Comment, grâce à une application contenue dans votre smartphone, votre battement de cœur est enregistré et fera pousser un arbre dont l'image sera projetée sur la Tour Eiffel. Il n'y a pas de séparation entre les différents domaines. Quand on fait une œuvre d'art, on peut aussi bien toucher à la matière, faire de la sculpture, peindre, que faire des mathématiques, du code. Il n'y a pas de limite. Ce qui est particulier, en fait, c'est que derrière, chaque arbre virtuel qu'on va voir pousser sur la Tour Eiffel, ce sera un vrai arbre qui va être planté dans un projet de reforestation. Il y en aura sur les 5 continents, au Pérou, en Roumanie, au Maroc, en Thaïlande et en Australie. C'est Pure Project qui gère ce programme-là. L'objectif est de replanter des arbres, mais pas seulement. On va pouvoir donner des nouvelles tous les 6 mois sur la vie de la communauté et l'impact de ces plantations sur cette communauté. Le projet de Nazia est né il y a quelques années en Amazonie, alors qu'elle vivait avec les Indiens dans la plus grande forêt du monde. Elle y a découvert le Samauma, l'arbre sacré, un arbre magique qui relie les Indiens et Nazia à la nature. C'est cette connexion qu'elle voudrait partager. Donc ça fait 4 ans que je passe 1 mois par an en Amazonie, près des tribus, Hunikuin et Ashaninka. Et en vivant là-bas avec eux, en restant 1 mois là-bas avec eux, j'ai véritablement vu en fait ce que pouvait être une culture qui se pense comme faisant partie de son environnement. Et c'est vraiment voilà, le point de départ du projet, c'est comprendre quelque part, en voyant ces sociétés en Amazonie, qu'on fait partie de notre environnement, qu'un arbre, c'est pas juste du bois, c'est pas juste de la matière, c'est un autre vivant et qu'il y a plein de manières d'être connecté à ce qui nous entoure. On peut penser en fait que les choses n'ont rien à voir, que c'est très dissocié, que les Indiens d'Amazonie n'ont rien à voir avec une projection sur la Tour Eiffel. Et en même temps, pour moi, c'est montrer que notre futur,
finalement, c'est un futur qui va nous rapprocher de la nature et que nos technologies ne nous déconnectent pas forcément justement de notre environnement. Elles sont ce qu'on en fait. Si on veut que nos technologies nous reconnectent au vivant, à nous de l'imaginer. En fait, tout est possible. Mais maintenant, pour que son projet voie le jour, il faut trouver des sous. Nazia a lancé une campagne de financement participative. En fait, ce soir, je viens à une réunion qui s'appelle Make Sense Room et j'interviens pour le lancement de ma campagne sur Kickstarter. Donc, je lance un grand projet monumental pour la conférence sur le climat, une œuvre d'art participative et donc je viens la présenter ici ce soir. Les Nations Unies, l'UNESCO, la mairie de Paris, la présidence de la République, Yann Arthus Bertrand et Laurent Fabius, tous soutiennent Nazia pour ce défi artistique hors norme. Et les arbres réels, vous aviez compris ou pas? J'étais pas certaine. Ah, si, ouais, c'est essentiel dans le projet. Après la projection, Nazia a un fan de plus, Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l'agriculture, prêt lui aussi à acheter un arbre virtuel qui deviendra réel. C'est d'une cohérence magnifique et on est dans une véritable harmonie. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui, dans notre société, de trouver ces moments d'harmonie. C'en est un, je crois. Nazia Mestaoui est une artiste engagée qui veut faire bouger les lignes et on a hâte de voir ses arbres pousser sur la Tour Eiffel. Version française est déjà finie, alors soyez chèques toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye bye.